Bonjour, cet exposé fait partie du cours d'intelligence artificielle en mécanique. Aujourd'hui, nous allons aborder les machines à vecteurs de support. En anglais, Support Vector Machine. Il s'agit d'un chapitre lié à l'apprentissage supervisé. Rappelons les objectifs de la classification. D'une part, on peut former des groupes de vecteurs de données, des classes qui contiennent les éléments qui se ressemblent le plus. D'autre part, on peut donner un vecteur qui n'appartient pas à une des classes et s'interroger quelle est la meilleure classe à lui attribuer. Vous avez déjà mis en œuvre la première de ces tâches, les regroupements des vecteurs de données en classe, dans les travaux sur l'apprentissage non supervisé. D'autre part, nous avons commencé à classer des éléments dans des groupes préexistants. S'agissait de l'apprentissage supervisé. Sur le plan théorique, nous avions rappelé que toutes ces méthodes trouvent leurs racines dans un des grands théorèmes des mathématiques, les théorèmes de Rambanach. Ces théorèmes s'énoncent de la manière suivante. Étant donné un ensemble convexe tel celui-ci, par exemple, et un élément qui est extérieur à l'ensemble, il est possible de tracer un hyperplan qui sépare l'ensemble et l'élément. En dimension 2, un hyperplan sera une droite. En dimension 3 sera un plan. Dans le cas général, il s'agit d'une équation de la forme somme de WRI plus B égale à 0. Rappelons que RI ce sont les données. Les données sont rassemblées dans un vecteur ligne, R pour row, R1, RN. W1, WN, ce sont les coefficients directeurs de l'hyperplan. Et B est la constante. On peut écrire cette expression en faisant les produits scalaires du vecteur R, les vecteurs de données, par les vecteurs W, qui est les vecteurs des coefficients directeurs auxquels on rajoute la constante. De manière encore plus synthétique, nous écrivons les produits de la ligne de données R par les vecteurs W plus B égale à 0. Un hyperplan sépare l'espace compte tenu du signe de l'expression RW transposé plus B. Ce signe est négatif d'un côté de l'hyperplan et positif de l'autre côté de l'hyperplan. De cette manière, l'espace se trouve partagé en deux parties, une partie négative et une partie positive. Si l'hyperplan sépare l'ensemble et les points, l'ensemble se trouve d'un côté de l'hyperplan et les points de l'autre côté de l'hyperplan. Ici, nous voyons les côtés négatifs pour l'ensemble, les côtés positifs pour les points. L'intérêt de l'hyperplan pour la classification est qu'il permet une classification aisée. Il suffit de déterminer les signes d'IRW transposé plus B pour savoir de quel côté de l'hyperplan nous classons la donnée. Prenons un exemple avec deux classes, la classe en bleu et la classe en vert que voici. Traçons un hyperplan. Supposons que la classe verte se trouve du côté négatif et la classe bleue du côté positif. Quand une nouvelle donnée se présente, elle se trouve d'un des deux côtés de l'hyperplan,
puisque l'hyperplan sépare l'espace. En calculant RW transposé plus B pour la donnée, nous voyons qu'elle se trouve du côté positif. Nous allons donc l'attribuer à la classe qui correspond au côté positif, à la classe bleue. Si la donnée avait été différente, comme celle-ci par exemple, les calculs R double transposé plus B auraient eu un signe négatif. Et dans ces cas, nous aurions attribué à cette donnée la classe verte. Les théorèmes de Van-Banach ne prévoient pas l'unicité de l'hyperplan séparateur. En effet, nous pouvons tracer une infinité d'hyperplans qui séparent l'ensemble et les points. Nous avons donc la possibilité d'écrire une infinité d'équations pour séparer l'ensemble et les points. Quelle est la meilleure équation séparatrice? La réponse à cette question peut s'avérer essentielle lorsqu'il s'agit d'attribuer une classe à un vecteur de données. Reprenons la situation où nous avons deux classes, une classe en vert et une classe en bleu. Supposons que nous avons cette donnée qui est manifestement plus proche de la classe bleue que de la classe verte. Considérons un hyperplan qui sépare les deux classes, par exemple celui-ci. Dans cette situation, la classe verte se trouve d'un côté de l'hyperplan, alors que la donnée et la classe bleue se trouvent toutes les deux de l'autre côté de l'hyperplan. Par exemple, les côtés négatifs pour la classe verte et les côtés positifs pour la classe bleue. Ainsi, la donnée sera attribuée à la classe bleue, puisqu'elle se trouve de son côté de l'hyperplan. Mais supposons que nous ayons mal déterminé l'hyperplan séparateur et que nous ayons trouvé celui-ci à la place du précédent. Dans cette situation, la donnée et la classe verte se trouvent toutes les deux du côté négatif de l'hyperplan, alors que la classe bleue se trouve du côté positif de l'hyperplan. Nous allons donc attribuer la donnée à la classe verte, alors qu'elle se trouve plus proche de la classe bleue. Cet exemple montre qu'il y a une qualité attachée à chaque équation séparatrice. Il y a des bonnes et des mauvaises. Une bonne équation doit bien séparer au sens où elle se place le plus loin possible des ensembles à séparer. Nous appelons cela la marge de la séparation. Par exemple, prenons la deuxième équation séparatrice, celle qui conduisait à placer la donnée dans la classe verte. Lorsqu'on analyse la distance de l'hyperplan aux ensembles, on voit que l'hyperplan passe très proche de chacune des classes. La distance est marquée en noir dans cette figure. Cette distance est faible. Nous disons donc qu'il y a une faible marge ou que la marge est petite pour cette équation séparatrice. Si, à la place de l'équation précédente, nous avons celle-ci, pour cette équation séparatrice, la marge, représentée par les traits noirs qui donnent la distance de l'hyperplan aux ensembles, est différente. La marge est bien plus grande que dans les cas précédents. Dans ces cas, la marge est grande. Se pose alors la question de la détermination de la meilleure équation séparatrice. Avons-nous une méthode? L'utilisation du mot meilleur suggère qu'il s'agit d'un problème d'optimisation. En effet,
Si nous définissons la marge comme la plus petite distance entre un élément de groupe et l'hyperplan séparateur, nous souhaitons alors maximiser la marge, ce qui est bien un problème d'optimisation. Réfléchissons à l'aide d'un exemple. Considérons la droite des nombres réels. Sur cette droite, plaçons deux points qui seront deux classes. Par exemple, les points -1 et les points 1. -1 en vert sera une classe, 1 en bleu sera la deuxième classe. Pour séparer ces deux classes, nous devons déterminer un autre point, le point rouge, nommé W, qui sera la séparation entre les deux classes. Les points se trouvant à gauche de W seront affectés à la classe du -1, classe verte, et les points se trouvant à droite de W seront affectés à la classe du 1, la classe bleue. Quelle est la marge associée à cette séparation? Comme il s'agit de nombres réels, la distance entre W et -1 est la différence W moins -1, c'est-à-dire W plus 1. De même, la distance de W à 1 est 1 moins W. Supposons W négatif. Dans ce cas, 1 plus W est un nombre qui est inférieur à 1 et 1 moins W est un nombre qui est supérieur à 1. Donc, le minimum est W plus 1. Si W est positif, la situation se présente à l'envers. Dans ce cas, 1 plus W est un nombre supérieur à 1 et 1 moins W est un nombre inférieur à 1, de manière que le minimum est 1 moins W. Il est facile de déterminer les maximums dans chacun des deux cas. Dans les premiers, il s'agit de maximiser 1 plus W avec W inférieur ou égal à 0. Bien évidemment, le maximum est atteint pour W égale à W étoile égale à 0. Dans le deuxième cas, il s'agit de maximiser 1 moins W avec W supérieur ou égal à 0. À nouveau, le maximum est atteint en W égale à W étoile égale à 0. Par conséquent, la marge est maximale quand W égale à W étoile égale à 0, c'est-à-dire les points du milieu de l'intervalle qui laissent une marge de 1 de chacun des deux côtés. Ce résultat est conforme à notre intuition. Effectivement, déplacer ces points d'un côté ou de l'autre, soit vers -1, soit vers 1, ne peut que diminuer la marge. Reprenons nos deux points, mais considérons-les comme étant partis non pas de la droite réelle, mais de l'espace R2. Nous avons dans ces cas deux coordonnées, x1 et x2. Pour les points verts, les coordonnées sont -1, 0, et pour les points bleus, les coordonnées sont 1, 0. Sur R2, un hyperplan est une droite. Nous devons donc chercher une droite séparatrice. L'équation de la droite sera W1x1 plus W2x2 plus B égale à 0. Nous avons donc trois coefficients à déterminer, W1, W2 et B. Les marges sont les distances des points à l'hyperplan qui sont déterminées en traçant
une droite perpendiculaire à l'hyperplan et passant par chacun des points. Dans ces cas, la solution analogue à celle du cas unidimensionnel est une droite verticale, caractérisée par les coefficients W étoile 1 égale à 1, W étoile 2 égale à 0 et B égale à 0. Dans les cas plus généraux, l'équation de l'hyperplan est donnée par H dr égale AR W transposé plus B, que nous pouvons noter sous la forme de grand R grand W transposé, où grand R égale à R0R et W égale à W0 W, où R0 vaut 1 et W0 vaut B. Comme dans le cas précédent, nous devons déterminer W. L'équation de l'hyperplan, maintenant, s'écrit simplement RW transposé égale à 0. Et nous avons un côté négatif pour les produits RW transposés et un côté positif pour les produits RW transposés. Faisons un peu de géométrie. Nous avons l'hyperplan qui a pour équation RW transposé égale à 0. Les points d'R ont donc un produit scalaire nul avec les vecteurs W. Les vecteurs W est donc orthogonal à R. Considérons une donnée RI. Nous pouvons considérer une droite perpendiculaire à l'hyperplan et qui passe par les points RI. Étant donné que la direction orthogonale à l'hyperplan est celle du vecteur W, le vecteur qui va de RI à l'hyperplan est un multiple de W. Les points de départ du vecteur qui relie RI à l'hyperplan est les points P indice I. Ces points est la projection orthogonale du point RI sur l'hyperplan. Nous savons que PI est égal à RI moins alpha W. Nous savons aussi que PI est un point de l'hyperplan. Donc, il vérifie PI W transposé égale à 0. Cette égalité nous permet de déterminer alpha, qui est égal à RIW transposé divisé par la norme de W au carré. Et la distance de RI à l'hyperplan est la norme de PI moins RI, qui s'écrit comme module de alpha W. Donc, au final, la distance de RI à l'hyperplan est égale à la norme de PI moins RI qui s'écrit sous la forme module de RI W transposé divisé par la norme de W. On peut réécrire cette distance sous la forme YI RI W transposé divisé par norme de W avec YI appartenant à moins 1, 1. La valeur d'YI dépend du signe de RI W transposé. Les produits YI RI W transposé doit être positif. Nous pouvons synthétiser le fait qu'YI appartient à moins 1, 1 en écrivant qu'YI au carré vaut 1. Et rappelons-nous que YI RI W transposé doit être positif.
Nous obtenons ainsi une expression qui donne la distance de chacune des deux données à l'hyperplan séparateur en fonction des coefficients W, qui sont nos inconnus. Nous allons utiliser cette équation pour déterminer la valeur optimale des W. Il faut noter que lorsque nous avons plusieurs points, il y a plusieurs distances à considérer. Mais rappelons-nous, la marge est la plus petite des distances. Donc, on ne doit considérer que la distance la plus petite. Les éléments, les données qui correspondent à cette distance la plus petite sont les vecteurs supports. En synthèse, nous avons trouvé que la norme de la différence entre la donnée RI et sa projection orthogonale sur l'hyperplan PI s'écrit sous la forme YI RI W transposé divisé par norme de W. Ainsi, la distance entre la donnée RI et l'hyperplan est YI RI W transposé divisé par norme de W. Et, par conséquence, la distance entre une classe et l'hyperplan est les minimums des YI RI W transposé divisé par norme de W en considérant toutes les données RI qui appartiennent à la classe et en imposant la condition YI au carré égale à 1, YI RI W transposé supérieur ou égal à 0. Nous souhaitons maintenant déterminer la valeur de W qui rend cette distance maximale. Rappelons aussi que les vecteurs supports sont ceux qui réalisent les minimums. L'ensemble des vecteurs supports est noté SV. Et nous considérons une normalisation YI RIW transposé égale à 1 pour les vecteurs supports. Cette normalisation est obtenue en remplaçant W par W divisé par norme de W qui multiplie la distance de CAH. Avec cette normalisation, la distance de CH est simplement 1 sur norme de W. Et notre objectif est rendre cette distance maximale. En synthèse, nous cherchons W qui rendra maximum 1 sur norme de W sous les contraintes YI RI W transposé égale à 1 pour tout vecteur support et YI au carré égale à 1. Or, rendre 1 sur norme de W maximale revient à rendre la norme de W minimale. Donc, une forme équivalente consiste à chercher les minimums des 1,5 de norme de W au carré sous les restrictions YI RI W transposé égale à 1 pour RI appartenant à SV et YI au carré égale à 1. Ces problèmes admettent plusieurs solutions. Par exemple, si nous considérons une solution W et nous la multiplions par moins 1 en considérant moins W, celle-ci sera aussi une solution. Bien entendu, il peut y avoir plus que deux solutions. En tout cas, devant une multiplicité de solutions, il faudra sélectionner celle qui sépare au mieux. Rappelons que pour bien séparer,
nous devons avoir dans une classe yi égale à 1 et dans l'autre classe yi égale à moins 1. Les signes du RI W transposé doivent être négatifs dans une classe et positifs dans l'autre classe. Reprenons notre exemple. Considérons les deux points moins 1 et 1 sur la droite réelle. Dans cette situation, nous avons deux classes, chacune contenant une seule donnée. La donnée contient un seul élément, R1 égale à moins 1 pour l'élément de la classe verte, R2 égale à 1 pour l'élément de la classe bleue. En passant au vecteur étendu grand R1, nous rajoutons une composante égale à 1 à la position 0. Donc le vecteur devient 1 moins 1 pour l'élément de la classe verte et 1, 1 pour l'élément de la classe bleue. Dans cette situation, nous pouvons calculer facilement les produits scalaires R1 W transposé ainsi que les produits scalaires R2 W transposé. En l'occurrence, R1 W transposé égale W0 moins W1 et R2 W transposé égale à W0 plus W1. En multipliant ces éléments par y1 et y2 respectivement, nous avons les expressions qui devront être égales à 1. Ainsi, les problèmes formulés pour la détermination des W s'écrivent minimiser 1 demi de W0 au carré plus W1 au carré avec les conditions y1 W0 moins W1 égale à 1, y2 W0 plus W1 égale à 1 et y1 au carré égale y2 au carré égale à 1. Une première solution simple à trouver consiste à prendre y1 égale à 1, y2 égale à 1, w0 égale à 1, w1 égale à 0. Cette solution est positive sur la classe verte et positive sur la classe bleue. Par conséquent, cette solution ne sépare pas les classes. Nous devons donc la rejeter. Une deuxième solution consiste à prendre y1 égale à moins 1, y2 égale à 1, w0 égale à 0, w1 égale à 1. Cette solution est négative sur la classe verte et positive sur la classe bleue. Donc, elle réalise bien une séparation des deux classes. Nous allons donc retenir cette solution. W0 égale à 0, W1 égale à 1. L'équation de l'hyperplan séparateur peut s'écrire soit sur la donnée étendue grand R, soit sur la donnée elle-même R. Par exemple, sur la donnée étendue, l'équation de l'hyperplan travaille sur l'objet 1,RI, puisque nous avons rajouté la composante 1 à la position 0. Dans ces cas, H de grand RI égale à RI, la deuxième composante du vecteur grand R. Si l'on écrit simplement sur la donnée RI, H de RI égale à RI. Si nous voulons simplifier la notation, on revient à la seule donnée R et on l'écrit H de R égale à R. Cette représentation nous convient puisque nous avons H de moins 1 égale à moins 1 négatif et H de 1 égale à 1 positif. La principale difficulté dans la mise en œuvre de cette démarche est
que l'ensemble des vecteurs supports n'est pas connu d'avance. Dans l'exemple précédent, chaque classe ne contient qu'un seul élément. Donc, cet élément est le vecteur support. Mais si les classes contiennent plusieurs éléments, nous ne savons pas d'avance quels seront les éléments qui sont les vecteurs supports. Il convient donc de trouver une formulation dans laquelle nous nous affranchissons des vecteurs supports connus d'avance et que nous pouvons les déterminer a posteriori. Pour cela, on note que la norme des PI-RI, c'est-à-dire la différence entre un élément de la classe et sa projection orthogonale sur l'hyperplan, vérifie l'inégalité suivante. Lorsque RI n'est pas un vecteur support, cette norme est forcément supérieure ou égale à la distance de C à H. Cette remarque entraîne une conséquence. Lorsque nous utilisons la normalisation introduite avant, dans laquelle W est remplacé par W divisé par la norme de W qui multiplie la distance de CH, nous aurons forcément YI RI W transposé supérieur ou égal à 1 pour tout indice I. Ces observations nous conduisent à une formulation alternative, celle de minimiser un demi des normes de W au carré avec les restrictions YI RI W transposé supérieur ou égal à 1 et YI au carré égal à 1 pour tout I. Dans cette formulation, il n'est pas nécessaire de connaître les vecteurs supports. Ils pourront être calculés a posteriori. Notons aussi que les restrictions peuvent être traitées à l'aide des multiplicateurs de Lagrange. Nous considérons des multiplicateurs de Lagrange lambda I pour les restrictions d'inégalité et bêta I pour des restrictions d'égalité. Cela conduit au Lagrangien complet qui est voici. Les multiplicateurs de Lagrange associés aux conditions d'inégalité doivent satisfaire des conditions classiques liées à ce type de multiplicateurs, alors que les multiplicateurs de Lagrange associés aux conditions d'égalité n'ont aucune restriction à respecter. Il faut noter qu'on peut écrire ces Lagrangiens sous la forme matricielle. L de W lambda bêta égale à moins 1 demi de lambda A lambda transposé plus B lambda transposé plus Y transposé bêta Y moins B bêta transposé avec la matrice A et la matrice B construites de la manière donnée ci-dessus. En imposant que la dérivée du Lagrangien par rapport à chaque composante de W égale à 0, nous retrouvons une équation qui définit W en fonction des multiplicateurs de Lagrange, des YI et des données. Il en découle que nous n'avons pas besoin de connaître bêta pour calculer les valeurs de W. Il suffit de connaître les multiplicateurs de Lagrange lambda et Y pour déterminer W. Comme il est classique, nous pouvons considérer aussi la formulation duale du problème précédent. La formulation duale repose sur des transformations qui sont abordées dans les cours d'optimisation et ne seront pas développées ici. Ce sont les transformations des Legendre, des Fenchel-Morot ou la biconjuguée de la fonctionnelle en considération. Oublions ces éléments
et regardons la formulation duale. Il s'agit d'un problème d'optimisation quadratique sous contrainte. Notez que dans cette formulation, nous n'avons pas introduit la variable bêta, puisque, comme nous avons observé, pour les calculs des W, il nous suffit de déterminer lambda et y. Il faut noter que sous MATLAB, vous disposez d'un programme qui vous permet de résoudre des problèmes de ce type. Il s'agit de la fonction kdeprog. Reprenons notre exemple dans lequel nous avions deux classes avec deux données. La première, R1 égale à moins 1, la deuxième, R2 égale à 1. Nous passions à la formulation étendue, grand R1 égale à 1, moins 1, grand R2 égale à 1,1, en plaçant la valeur 1 à la position 0. Avec ces données, la matrice des produits scalaires RI, RJ transposés s'écrit 2, 0, 0, 2. En effet, R1 et R2 sont orthogonaux et leur produit scalaire est 0, ce qui fait que les termes hors de la diagonale sont nuls. Nous avons donc une matrice A qui s'écrit sous la forme 2y1 au carré, 2y2 au carré dans la diagonale et 0 en dehors de la diagonale. Enfin, la formulation duale cherchera les maximums des moins lambda 1 au carré y1 au carré, moins lambda 2 au carré y2 au carré, plus lambda 1 plus lambda 2, avec les conditions lambda 1 y1 plus lambda 2 y2 égale à 0 et y1 au carré, y2 au carré égale à 1. Nous pouvons utiliser immédiatement le fait qu'y1 au carré égale y2 au carré égale à 1. Dans ce cas, la matrice A devient simplement 2, 2, 0, 0. Ça se traduit par une simplification de l'expression à maximiser. Nous obtenons ainsi un problème plus simple pour la détermination de lambda. Il faudra se souvenir que y1 et y2 doivent avoir des signes distincts et valoir soit moins 1, soit 1. Ce problème est lui-même un problème d'optimisation sous contrainte. Mais ici, nous avons une seule contrainte pour laquelle nous avons un multiplicateur de Lagrange alpha. Les Lagrangiens complets associés à ces problèmes est plus simple. Les voici. En dérivant par rapport à lambda 1 et en dérivant par rapport à y1, nous obtenons deux équations qui doivent être satisfaites par lambda 1, y1 et alpha. La deuxième équation impose que lambda 1 égale à 0 ou alpha égale à 0. Nous obtenons ainsi deux solutions possibles. Lambda 1 égale à 0, y1 égale à moins alpha, ou alors lambda 1 égale à 1 demi et alpha égale à 0. En dérivant par rapport à lambda 2 et par rapport à y2, nous avons les mêmes résultats qui concernent lambda 2 et y2. Examinons les possibilités offertes par cette constatation. Nous pouvons prendre les deux premières de chaque côté. Par exemple, ça conduirait à lambda 1 égale à lambda 2 égale à 0, y1 égale à y2 égale à moins alpha. Cette solution est impossible car si nous la remplaçons dans la première équation, nous voyons que nous avons 1 égale à 0. Essayons la première solution avec la deuxième de l'autre côté. Cette solution ne convient pas non plus puisque nous avons alpha égale à 0 et donc nous aurons
y1 égale à 0, ce qui est impossible. Les résultats sont les mêmes si nous essayons de combiner la deuxième solution pour lambda 1 avec la première solution pour lambda 2. Il ne reste donc qu'une seule solution possible, celle où lambda 1 égale à lambda 2 égale 1,5 et alpha égale à 0. Pour cette solution, nous aurons W0 égale à 0 et W1 égale à plus ou moins 1. Cette solution convient car elle sépare bien les deux classes. Par exemple, si nous prenons W1 égale à 1, nous avons les mêmes hyperplans séparateurs H de R égale à R que nous avions trouvés par l'analyse précédente, qui donnera une valeur négative sur la classe -1 et positive sur la classe 1. La solution -1 inverse les signes, mais elle sépare tout aussi bien les deux classes. Notre analyse a été simplifiée. Pour une analyse complète, il faudrait prendre en compte les multiplicateurs de Lagrange associés à la condition y1 au carré égale à 1 et les multiplicateurs de Lagrange associés à la condition y2 au carré égale à 1. Cette analyse conduira au même résultat. Nous n'allons pas détailler les calculs, ils sont présents dans cette planche que vous pouvez consulter calmement si vous les souhaitez. Le résultat sera au final encore lambda 1 égale à lambda 2 égale à 1,5, alpha égale à 0, mais nous aurons aussi les valeurs de bêta, bêta 1 égale à bêta 2 égale à 1,5. Comme dans le cas précédent, cette solution nous convient car elle sépare les deux classes en attribuant deux signes distincts A-1 et A1. Reprenons notre exemple avec la classe verte formée de l'élément -1 et la classe bleue formée de l'élément 1. Nous avons trouvé un hyperplan séparateur d'équation h de R égale à R. Cet hyperplan vérifie h de -1 égale à -1, donc il est négatif sur la classe verte, et h de 1 égale à 1, donc il est positif sur la classe bleue. La frontière entre la partie positive et la partie négative est donnée par 0. Considérons la classification des nouvelles données, telle par exemple la valeur A que voici. Pour cette valeur, qui est négative, nous calculons h de A égale à A qui est négative, donc nous allons lui attribuer la classe verte. En effet, si A est négatif, il est plus proche de -1. Donc, il est attribué à la classe verte. Considérons à présent une autre donnée que voici. Ici, la donnée est positive. Donc, h de A égale à A est positive et nous allons lui attribuer la classe d'1. En effet, A positif s'y trouve plus proche d'1. Il est donc naturel de lui attribuer la classe bleue. Il faut noter que les machines à support vecteur, de support vector machine, séparent deux classes. Comment adapter la procédure si nous avons plus de deux classes? Par exemple, si nous avons n classes C1, Cn, on trouvera dans la littérature deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode 1 contre tous, en anglais one to all. La deuxième méthode, c'est 1 contre 1, en anglais one to one. La méthode 1 contre tous met en compétition une classe contre le reste des autres classes. Elle s'écrit de la manière suivante. On fait varier k d'1 jusqu'à n,
on considère une première classe, la classe CK, et puis une deuxième classe, la réunion de toutes les autres classes. On applique la méthode à D1 et D2. Si le résultat est l'attribution de la donnée à la classe D1, on arrête. La classe de la donnée est CK. Si le résultat est l'attribution de la donnée à la classe D2, cela veut dire que la classe de la donnée n'est pas CK. Dans ce cas, on continue l'examen des classes pour essayer de trouver quelle classe doit être celle de la donnée. La méthode 1 contre 1 peut être vue comme l'organisation d'un vote. Il s'agira d'attribuer la donnée à la classe qui aura reçu le plus de voix. Au départ, on pose un nombre de voix égal à 0 pour toutes les classes. Puis, on engage une double boucle. Pour la première boucle, on considère I qui va de 1 jusqu'à N et on pose D1 égale à CI. Pour la deuxième boucle, on fait varier J de I plus 1 jusqu'à N et on pose D2 égale à CJ. On met en compétition D1 et D2, c'est-à-dire CI, CJ. On applique la méthode et on regarde les résultats. Si la nouvelle donnée est attribuée à D1, cela veut dire une voix pour la classe CI. Si la nouvelle donnée est attribuée à D2, cela veut dire une voix pour la classe CJ. Donc, nous augmentons le nombre de voix de la classe correspondante. À la fin de la boucle, nous aurons un nombre de voix pour chaque classe. Nous allons donc attribuer la donnée à la classe qui a reçu le plus de voix. Sur MATLAB, vous avez l'instruction fit-csvm qui applique la méthode SVM pour deux classes. Et vous avez fit-cecoq qui applique la méthode one-to-one. Enfin, sachez que vous pouvez utiliser un kernel qui, dans ces cas, la matrice AIJ prend une forme différente et que sous MATLAB, il est possible d'appeler directement des kernels préprogrammés en utilisant les options de chacune des instructions. Nous terminons ici notre petite exploration des Support Vector Machine. Vous ferez des applications en cours pratique. Merci pour l'attention. Au revoir.